Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 5 choses qui n'en valent pas forcément la peine pour apprendre une langue étrangère. 5 choses qui sont souvent vues comme des solutions évidentes pour apprendre une langue, mais qui parfois tombent un peu dans le piège de la fausse bonne idée. Donc on va commencer sans plus attendre. La première, c'est d'accumuler les méthodes de langue. Parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent, principalement des lecteurs, des spectateurs de la chaîne, voire des élèves de mes formations, et qui me disent, alors pour apprendre telle langue, j'ai pris la méthode X, la méthode Y, la méthode Z, j'ai pris l'appli A, l'appli B, j'ai aussi telle ressource, telle ressource, telle ressource. Est-ce que c'est bon ? Alors le problème souvent c'est qu'on veut absolument bien faire, on veut être paré à tout, on veut être blindé. Et donc, on veut se dire, voilà, je vais prendre cette méthode et cette méthode, comme ça je serai sûr de voir tous les aspects de l'apprentissage de cette langue. Et comme ça, voilà, on colmate toutes les fuites possibles et on est bon. Sauf que le problème, c'est que dans le meilleur des cas, vous allez au bout d'un moment évacuer et laisser tomber certaines de ces méthodes. Et dans le pire des cas, vous allez papillonner entre de l'une à l'autre et faire des allers-retours incessants. Et au bout du compte, vous n'aurez pas beaucoup progressé. C'est pour ça que il faut vraiment voir les méthodes. Quand je dis méthodes, ce sont les méthodes du type Assimil, Pimsleur, Michel Thomas, Babel, etc. Les voir comme une ressource à part entière dans votre apprentissage qui ne fait pas tout. Parce que bien sûr, les gens qui font les méthodes ont envie de les présenter comme des formules qui vont absolument tout faire, qui vont vous permettre de tout réussir dans votre apprentissage d'une langue, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Alors, je préfère autant que vous preniez une méthode et que vous y alliez à fond et que si vous rajoutez une ressource, il faut qu'elle soit complémentaire. Par exemple, une méthode de langue classique plus une application pour apprendre le vocabulaire, ça marche bien. Mais se prendre 3 méthodes de langue classiques et essayer de les faire tous les jours, ça peut être vraiment beaucoup et c'est le meilleur moyen de se démotiver en ayant jeté de l'argent par les fenêtres et en ayant peu progressé. Point numéro 2. Les applis ludiques du style Duolingo ou encore Drops ou autres. Alors, je ne dis pas que ces applications sont mauvaises, je ne dis pas qu'elles sont inutiles, je vous recommande même quand vous commencez à apprendre une langue étrangère, si y en a une qui est disponible pour votre langue cible et qui vous plaît, de l'utiliser. Pourquoi je veux vous mettre en garde ? C'est parce que ces applications et leurs effets réels sur votre capacité à parler une langue sont largement surestimés. En d'autres termes, par exemple, quand les créateurs de Duolingo présentent Duolingo comme une solution complète pour apprendre à parler une langue, c'est complètement faux. Ça peut servir et c'est très bien pour s'initier, surtout si vous avez un peu peur, surtout si vous n'avez jamais vraiment appris une langue. Ça peut vous aider à retrouver le plaisir de l'apprentissage ludique parce que de ce point de vue, les applications sont très bien faites. Mais j'en parle tout le temps, c'est peut-être une obsession, mais je vois énormément de gens par exemple dans mes coachings qui sont depuis très longtemps sur Duolingo qui me disent j'ai l'impression de ne plus progresser, est-ce que ça vaut le coup que je continue avec ? Et ma réponse est toujours non, maintenant il faut passer à autre chose. Alors les applications ça peut aider comme je l'ai dit pour commencer en douceur, ça peut aider comme moyen pour apprendre du vocabulaire ou alors comme cahier d'exercice pendant le temps mort, c'est-à-dire vous êtes dans le métro, vous n'avez rien mieux à faire, vous sortez votre application, ça c'est très bien, honnêtement, ça vous donne un contact avec la langue, ça vous procure une immersion continue, mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Et je ne vous dis pas évidemment d'arrêter d'utiliser les applications, mais de laisser à un moment les applications ludiques, parce que sinon vous allez devenir très fort pour ces applications et pas très fort pour la langue, ce qui est quand même le monde à l'envers, et de passer à des applications très spécialisées, par exemple des applications de répétition espacée pour le vocabulaire, qui ne font pas tout là non plus, mais qui ont un but très précis dans votre apprentissage et que vous pouvez continuer à utiliser jusqu'à un niveau avancé, voire très avancé dans la langue. Troisième point qui me semble surestimé, les cours collectifs, surtout s'il y a beaucoup de gens. Alors, c'est le réflexe numéro 1, le réflexe le plus naturel parce que généralement, si on vient d'une famille monolingue, le premier contact qu'on a avec les langues, c'est avec les cours, que ce soit à l'école primaire si on a beaucoup de chance, sinon au collège ou au lycée, on est souvent jusqu'à 30 par classe avec un professeur en face. Et naturellement, quand on veut se mettre à une langue, on se dit je vais prendre un cours. Et on regarde les cours qui sont disponibles. Après, il y a des cours qui sont réellement bien faits avec des professeurs qui sont compétents. Je ne le remets absolument pas en cause. Mais selon moi, les cours collectifs souffrent
d'un problème, c'est qu'on se retrouve très souvent dans un trop grand nombre et entouré quasiment uniquement de locuteurs non natifs de la langue. Alors ce qui se passe, c'est que si vous êtes 30 que le professeur interroge des gens, il y a des chances pour que, à moins de monopoliser la parole, vous n'ayez pas beaucoup de temps pour parler. Et ensuite, si on est entouré de locuteurs non natifs, souvent les professeurs bien intentionnés font des petits groupes de conversation et il faut échanger sur tel ou tel sujet. Le souci, c'est qu'on va se retrouver à parler avec des locuteurs non natifs, donc qui vont avoir un accent qu'on va imiter par imitation, mais qu'il vaudra mieux éviter d'imiter justement. Ou alors qui vont faire des fautes et qu'on risque d'imiter. Ou alors on peut faire des fautes et ces gens-là ne pourront pas corriger tous les problèmes qu'on a dans notre langue. Donc à moins de vous retrouver dans des petits cours très privilégiés où vous êtes 4-5 et là le professeur a un contrôle permanent sur ce que vous dites, peut vous corriger tout le temps et vous l'entendez sans arrêt parler. Les cours collectifs, c'est souvent un gros problème parce que surtout quand je vois des cours à la fac dans certaines filières, par exemple le chinois, japonais, où il peut y avoir jusqu'à 200-300 élèves dans un amphi, et comment voulez-vous bien progresser dans une langue? Ça marche pour certaines matières, par exemple un très bon prof peut éclairer la grammaire d'une langue devant un amphi, mais pour la pratique, c'est très limité. C'est pour ça que je recommande plutôt, et ça coûte bien souvent moins cher, d'aller voir des locuteurs natifs, c'est-à-dire des amateurs, sans que ce soit péjoratif, qui parlent une langue, parler avec eux dans leur langue, leur enseigner le français, et de cette manière, on a beaucoup plus de contact avec la langue et on progresse plus vite. Ou alors si vous tenez absolument à faire des cours, bien prenez un cours collectif si vous en trouvez un qui est commode pour vous, et mettez-le comme une partie de votre apprentissage. Comme les méthodes, ça ne fait pas tout. Ou alors, allez voir des professeurs particuliers sur des sites comme Italki ou autres. Et généralement, ça ne coûte pas bien cher et vous aurez par exemple 1 heure de conversation juste avec un professeur. Et de cette manière, vous allez avancer beaucoup plus rapidement. Point numéro 4, les séjours linguistiques. Donc un séjour linguistique, c'est quoi? C'est généralement un organisme que vous allez payer, qui va organiser un séjour dans un pays. Par exemple, vous voulez apprendre l'espagnol, vous aurez, un séjour linguistique à Madrid. Et pendant ce temps, vous aurez des cours dans la langue et des activités. Alors, là, on retrouve aussi le problème des cours collectifs. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver avec des gens du monde entier, ce qui peut être très sympa, par exemple pour apprendre l'espagnol, sauf que vous allez passer la majeure partie de votre temps à pratiquer l'espagnol avec des non-natifs plutôt qu'avec les gens dans la rue qui sont des locuteurs natifs. Et ensuite, ce sont des séjours qui peuvent coûter cher, voire très cher. Donc tout dépend de comment vous placez vos finances, ce qui est cher ou pas cher pour vous, ça vous regarde. Mais on est quand même très souvent sur des tarifs qui dépassent les 1 000 euros, 1 500, 2 000, 2 500, etc. Alors, il y a une approche où tout est fait pour vous, c'est-à-dire toutes les procédures du type visa, l'hébergement, même le couvert, tout est géré pour vous. Donc honnêtement, ça c'est un vrai plus, on va pas se mentir. Mais pour le reste, honnêtement, je trouve que dans bien des cas de figure, il vaut beaucoup mieux faire un séjour linguistique sur mesure, un peu tout seul. Vous allez partir dans le pays, vous aurez pas de cours, mais vous aurez déjà appris la langue et vous allez pouvoir la pratiquer avec les gens sur place. Et pour les rencontrer, c'est pas bien compliqué. Vous pouvez aller sur des sites du style Couchsurfing pour vous faire héberger par des gens et parler avec eux. Il y a même des sites comme Meetup ou même Couchsurfing où il y a des événements qui sont organisés dans lesquels vous pourrez rencontrer des gens sur place et parler. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc, à moins d'avoir une possibilité en or, par exemple, si votre université vous offre, entre guillemets, un séjour linguistique et que vous payez quasiment rien de votre poche, je trouve que ce sont des solutions qui sont commodes, certes, mais qui, du point de vue de l'apprentissage de la langue, sont quand même très surcotées. 5e et dernier point, alors là je sais que je vais arriver sur un terrain très glissant, j'ai parlé des cours collectifs, j'ai parlé des séjours linguistiques et là je vais parler des études de langue. Alors là je pense que je pourrais consacrer toute une vidéo, d'ailleurs j'avais fait un article sur le sujet, sur les études de langue. Faut-il apprendre une langue seule ou dans le cadre d'une université? Alors, encore une fois, il y a des très bons profs, il y a des très bonnes facs, c'est pas le problème, mais vous allez avoir plusieurs soucis si vous allez dans une fac de langue. Le premier, c'est que généralement, à moins de faire une langue où il y aura 3 personnes dans la salle et vous pourrez vous pourrez parler directement avec le professeur tout le temps, vous allez vous retrouver dans des gros amphis et quand il y aura des TD, je crois qu'on appelle ça comme ça, de pratique de la langue, vous allez parler principalement avec d'autres francophones
et vous allez manquer de contact avec des locuteurs natifs. Ensuite, l'autre problème selon moi, c'est que on va pas se mentir, les facs de langue ouvrent à pas grand chose à la fin. C'est-à-dire, il faut vraiment penser, voir le plan d'ensemble et vous dire que vous allez prendre une langue et l'ajouter dans un projet professionnel beaucoup plus large. Parce que il faut bien se rendre compte que le simple fait de parler une langue ne vaut quasiment rien sur le marché du travail. Il y a plein de gens qui parlent 3-4 langues à la sortie des études qui se retrouvent au chômage. C'est dur, mais c'est comme ça. Et vu que je reçois quand même pas mal de questions, de messages de la part d'étudiants qui s'interrogent sur leur avenir par rapport aux langues, il faut être quand même honnête là-dessus. Donc, si vous pouvez aller dans un cursus qui vous offre une formation en langue qui est béton, en plus de formations qui vont vous permettre d'utiliser ces langues dans un contexte très précis, c'est-à-dire à faire de la traduction avec une langue, de l'interprétariat avec une langue, je sais pas, des études de commerce international avec une langue, de gestion d'équipes multiculturelles, enfin je sais pas quoi, mais dans lesquelles vous allez pouvoir avoir une langue que vous allez utiliser, et c'est important de très bien parler une langue pour travailler avec, et donc une compétence cœur que vous allez pouvoir mettre à profit. Et là, une fac de langue me semble très intéressante. Mais honnêtement, si vous avez juste un intérêt, même très fort pour un pays, enfin, je ne sais pas si ça vaut la peine de se lancer dans 3 ans de licence, 5 ans avec le master, plus. Parce que, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre et garder à l'esprit, c'est que les facs de langue, c'est-à-dire plutôt les littératures, les choses comme ça, on va faire de la traduction, voir les auteurs du pays, etc. C'est très bien, mais ça forme avant tout des professeurs de cette langue, des enseignants, enseignants-chercheurs, voilà, ou si vous voulez faire de la recherche, c'est très bien, je vous dis surtout pas de pas le faire, mais avant d'y aller, de bien prendre conscience de ça et d'y aller en toute connaissance de cause. Voilà, donc ça, je pense que je pourrais en reparler dans une prochaine vidéo parce que c'est quand même un sujet fondamental, surtout si vous avez une passion des langues. Il n'y a pas de raison de vous priver de vouloir travailler avec, mais il faut quand même y aller en sachant quelques petites choses pour ne pas tomber dans un piège et le regretter plus tard. Voilà, donc c'était mes 5 points sur des choses qu'on utilise très souvent pour apprendre les langues mais qui n'en valent pas forcément le coup, c'est-à-dire se prendre plein de méthodes et finalement ne pas beaucoup les utiliser, les applis ludiques et donc les utiliser pendant des années et ne faire aucun progrès, les cours collectifs où on se retrouve bien souvent à écouter un cours, à s'ennuyer et à ne pas beaucoup pratiquer la langue, autant voir des gens. Les séjours linguistiques organisés qui coûtent souvent une blinde, il vaut mieux aller dans le pays avec un sac à dos et aller pratiquer sur place, c'est un peu effrayant, mais honnêtement je pense que du point de vue de l'expérience c'est beaucoup mieux et surtout ça coûte beaucoup moins cher. Et pour terminer, les études de langue sans avoir un plan vraiment précis en tête, parce qu'une langue seule, même apprise à un bon niveau, c'est un peu limité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je sais qu'il y aura forcément plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires en bas, je pense que ce sera un échange très intéressant. Vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, laisser un pouce si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile d'une manière ou d'une autre pour aider au référencement de la chaîne. Et pour terminer, vous pouvez toujours rejoindre mes contacts mail privés en cliquant sur le lien dans la description, comme ça vous vous inscrivez et en tant que cadeau de bienvenue, vous recevez une mini-formation gratuite de 40 minutes intitulée 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire qui vous aidera beaucoup, j'en suis sûr. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!